Bonjour à tous, mesdames, messieurs, monsieur le maire adjoint de Paris, chers collègues, chers amis. Je suis heureuse de vous accueillir nombreux dans cette salle des mariages du 6e arrondissement pour cette nouvelle réunion consacrée au dispositif Éco-Rénovons Paris. Je vous rappelle, lancé par la ville de Paris en septembre 2022 pour 4 ans, en partenariat avec l'ANA et l'Agence parisienne du climat qui sont présents avec nous. Nous nous étions déjà réunis l'année dernière à cette même époque, puisque c'était en mars 2023. Vous m'entendez pas? Ah bon? En mars 2020, nous étions déjà réunis. Vous m'entendez? Merci. Pratiquement donc à la même époque, en mars 2023 l'année dernière, pour le lancement de ces dispositifs. Et je salue Monsieur Danlart, adjoint au maire de Paris, en charge de la transition écologique, du plan climat, de l'eau et de l'énergie. Donc c'est vraiment la personne idoine qu'il nous faut d'être de nouveau avec nous aujourd'hui. Merci aussi à Adeline Filleul, voilà, chef de projet rénovation environnementale des copropriétés, Claire Mazard, en charge de l'animation ERP+, Diane Bello, votre interlocutrice dans le 6e arrondissement à l'Agence parisienne du climat, et enfin Laurent Lotte, directeur du pôle réhabilitation accompagnée Solila Grand Paris, qui animera cette soirée. Et enfin, je voudrais saluer monsieur Benjamin Caillère, qui est au premier rang, membre d'un conseil syndical, qui pourra témoigner quand on lui passera la parole. Alors, je vous rappelle, s'il en a été besoin, que Jean-Pierre Lecoq, dont je vous prie d'excuser l'absence, avait souhaité dès le départ associer le 6e arrondissement à cette démarche pour répondre ensemble aux défis climatiques et s'engager dans la transition énergétique du bâti. Alors, en effet, que vous soyez propriétaire, plus probablement copropriétaire, vous subissez l'évolution de la législation qui vous impose de réaliser dans les prochaines années des travaux permettant l'amélioration du confort de votre logement en été comme en hiver et d'éviter des déperditions d'énergie. Alors, l'année dernière, lors de la première réunion, en présence de Jacques Baudrier, nous avions décrit le cadre réglementaire et nous le rappellerons ce soir à ceux qui le souhaiteront, bien évidemment. Ce cadre réglementaire, aujourd'hui, est bien défini, même si dans l'avenir, il pourrait connaître des évolutions. Je rappelle que l'accompagnement proposé est gratuit, qu'il est personnalisé à toutes les étapes du projet, jusqu'à sa réalisation, et qui s'articule avec une aide pour financer les travaux de rénovation énergétique et environnementale. Les copropriétaires qui se sont déjà lancés dans cette démarche ont peut-être découvert en progressant des points de vigilance, voire des points durs. N'hésitez pas ce soir à nous les décrire, à nous les faire savoir s'ils constituent des points de blocage ou si vous pensez arriver à les contourner, voire à les résoudre. En ma qualité de première adjointe avec monsieur le maire Jean-Pierre Lecoq et avec notre équipe, bien sûr, nous resterons en permanence à votre écoute. Il est très important pour nous, qui sommes à votre contact, de savoir si cette réforme est comprise, partagée et si elle doit être accompagnée davantage. Les intervenants, les oratrices que je salue, qui vont se succéder, sont là pour répondre à vos questions et vous aider dans la mise en œuvre de vos actions. Alors je souhaite que cette réunion, bien sûr, permette d'avoir les meilleurs effets possibles pour réussir ensemble l'éco-rénovation des copropriétés du 6e arrondissement. Merci à tous. Merci Madame la Première Adjointe. Je voudrais d'abord commencer par remercier le maire du 6e arrondissement, Jean-Pierre Lecoq, d'accueillir cette deuxième réunion dédiée à l'éco-rénovation des immeubles en copropriété à Paris. Saluer évidemment tous les habitants du 6e et les habitantes du 6e qui sont présents pour assister à cette présentation. Remercier les équipes de la ville de Paris, la direction du logement et de l'habitat et les équipes aussi de l'Agence parisienne du climat qui assurent un peu le rôle d'interlocuteur unique sur cette question importante de la rénovation énergétique. Je vais être très rapide parce que je crois que l'essence... Oui, alors je vais me présenter. Ah d'accord. Alors je vais me présenter à nouveau, même si Madame la Première Adjointe avait bien voulu le faire. Donc Dan Lair, je suis adjoint à la maire de Paris, chargé de la transition écologique, du plan climat, de l'eau et de l'énergie. Voilà.
Je vais être très rapide parce que je crois que l'essentiel est le temps de questions-réponses après la présentation qui va vous être faite pour que vous puissiez bien comprendre ce programme de Éco-Rénovons Paris Plus. Ce programme, il fait suite à un premier programme, une première saison de ce programme Éco-Rénovons Paris. Et on a vu des résultats très importants à Paris qui nous ont confortés pour relancer à nouveau une saison 2 du programme, donc avec l'accompagnement gratuit, ainsi que cela a été indiqué par l'intermédiaire de l'Agence parisienne du climat et les services de la ville de Paris, pour vous accompagner dans des projets qui sont souvent des projets très importants, qui prennent beaucoup de temps. Et à chaque étape de ce projet, vous avez besoin d'avoir le conseil d'un accompagnateur indépendant et qui est l'Agence parisienne du climat notamment, sur l'étape de l'audit énergétique de votre copropriété, sur l'étape du choix du scénario de travaux, le choix de l'architecte, et puis après le vote des travaux pour connaître les aides financières auxquelles vous pouvez être éligible, que ce soit les aides de la ville de Paris, et ça va vous être présenté bientôt, ou les aides de l'Agence nationale de l'habitat, ou les différentes aides qui peuvent vous aider à augmenter la part d'aide publique pour votre projet. Ce programme Éco-Rénovons Paris Plus, il est très important à un double titre. D'une part, parce qu'il aide à protéger les propriétaires d'une forme de ce qu'on appelle la précarité énergétique, qu'on connaît bien en hiver et qu'on va connaître de plus en plus en été. Vous êtes nombreux l'été, notamment quand il fait très chaud à Paris, à ne pas pouvoir rester vivre dans vos logements, notamment quand on habite dans les derniers étages. Donc la question du confort d'été est venue progressivement s'inscrire au cœur aussi de ce programme d'isolation énergétique de vos immeubles. C'est une préoccupation importante qui est un enjeu qui devient de plus en plus important à Paris, au même titre que la précarité énergétique qu'on peut connaître par exemple en hiver, quand les factures de chauffage avec les prix de l'énergie actuels augmentent et voire parfois explosent. Donc c'est un enjeu à la fois social et c'est aussi un enjeu climatique. Puisque je suis adjoint donc au plan climat de la ville de Paris, notre objectif c'est les objectifs de l'accord de Paris sur le climat, et le chauffage des bâtiments, pour le dire simplement, fait partie des objectifs du plan climat parisien. Nous devons d'ici 2050 diviser par 2 les consommations d'énergie du territoire parisien. Et évidemment, dans ces consommations d'énergie, il y a les consommations d'énergie des copropriétés parisiennes. Il y a 47 000 copropriétés à Paris, et toutes ces copropriétés doivent être isolées, mieux isolées d'ici 2050. Donc on a un objectif de réduire les consommations d'énergie et évidemment de réduire les émissions de gaz à effet de serre. C'est très important, car si on ne réduit pas les émissions de gaz à effet de serre, eh bien nous connaîtrons de plus en plus des aléas climatiques qui sont liés au changement climatique. Vous avez des étés de plus en plus chauds, notamment des canicules, et Paris se prépare prochainement à des pics de chaleur à 50 degrés. Ça, ce sont les scientifiques du GIEC qui accompagnent la ville de Paris et la région Île-de-France, qui ont fait ces projections climatiques, qui maintenant sont objectivées. On ne sait pas quand est-ce que ça arrivera, mais on sait que la température se réchauffe, et elle s'est déjà réchauffée à Paris de plus 2,3 degrés en moyenne depuis l'ère pré-industrielle. Donc on a face à nous un climat qui change, et il faut évidemment adapter les bâtiments parisiens, et en particulier les copropriétés parisiennes. Voilà, c'est l'objectif de ce plan, et je ne serai pas plus long pour laisser la place à sa présentation détaillée. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup pour cette présentation, cette introduction, et merci à la mairie du 6e arrondissement de nous accueillir. Alors, je vais vous présenter le programme de la soirée. Tout d'abord, pour les questions, il y aura un temps d'échange à la fin avec un micro qui va circuler, donc vous pourrez poser des questions. Et on va vous présenter donc successivement d'abord le programme lui-même, le cœur du sujet, donc le programme Éco-Rénovons Paris Plus. Ce sera Adeline Filleul, donc qui représente la ville de Paris, qui vous le présentera. Nous aurons également une intervention de l'Agence parisienne du climat avec Dana Bello. Et Solia Grand Paris avec Claire Mazard pour présenter l'ensemble du programme, notamment comment s'inscrire et quel type d'accompagnement il propose.
Monsieur Benjamin Caillère nous a fait aussi le plaisir de pouvoir témoigner sur un projet exemplaire qui est en cours et bientôt va passer à la phase travaux. Donc ce sera intéressant d'avoir son retour pour voir justement toutes les étapes franchies pour arriver à l'étape cruciale. Enfin, on fera un petit zoom sur un dispositif de la ville de Paris qui s'appelle Louer Solidaire, qui est destiné aux propriétaires bailleurs, afin voilà, que vous en ayez connaissance. Et puis, le temps d'échange. Et donc, petite précision, le support sera transmis à tous les inscrits. Donc voilà, pas la peine de faire plein de photos, on vous transmettra tout après. Adeline. Oui, bonsoir. Vous m'entendez bien ? Dans ce cas-là, on va laisser une feuille pour mettre vos adresses mail, et puis comme ça, on pourra tout vous envoyer. Eh bien, bonsoir à tous. Est-ce que, dans le fond, vous pouvez me confirmer que vous m'entendez bien ? Ok, c'est super. Donc, je vais très rapidement me présenter et présenter le dispositif Éco-Rénovons Paris qui a déjà été largement présenté en introduction de cette réunion. Donc moi, je suis Adeline Filleul, je travaille à la direction du logement et de l'habitat de la ville de Paris et je suis en charge du sujet de l'éco-rénovation des copropriétés et je pilote notamment le dispositif Éco-Rénovons Paris. Alors quand on dit qu'on pilote, en fait, c'est qu'on est là pour structurer en fait l'équipe opérationnelle qui travaille au quotidien avec les habitants et notamment les habitants du 6e pour mener à bien des projets d'éco-rénovation. Donc, et si là je parle un peu plus fort comme ça, c'est mieux ? Ok, bon, je vais pousser ma voix. N'hésitez pas vraiment dans le fond à me faire signe, s'il vous plaît, si vous entendez que, enfin, si ma voix porte pas assez fort. Oui. Merci. Donc le dispositif Éco-Rénovons Paris donc, est un dispositif qui, comme l'a été présenté par la première adjointe du maire du 6e arrondissement, est un dispositif qui a été relancé en septembre 2022 pour une durée de 4 ans et qui est là pour accompagner toutes les copropriétés parisiennes, les copropriétés d'habitation, à s'engager dans un projet d'éco-rénovation. Ce dispositif, il est contractualisé avec l'État, l'Agence nationale de l'amélioration de l'habitat, notamment pour pouvoir accompagner et financer les projets de travaux de copropriété. Ce dispositif, donc, il est aujourd'hui configuré d'une façon où vous avez une porte d'entrée unique, donc la porte d'entrée pour intégrer le dispositif, qui est incarnée par l'Agence parisienne du climat, donc Diane à ma droite, et ensuite vous avez des opérateurs qui sont missionnés par marché public pour vous accompagner dans la phase plutôt de concrétisation de votre projet de travaux et mobilisation des subventions. Et sur le territoire du 6e arrondissement, c'est l'équipe de Solia, donc une association qui a été retenue pour vous accompagner gratuitement à concrétiser votre projet de travaux. Alors, qui peut bénéficier du dispositif ? Donc, comme je le disais, ce dispositif s'adresse à toutes les copropriétés parisiennes d'habitation, donc qui ont vraiment vocation à avoir un usage de logement et non pas de commerce. L'idée de ce dispositif est là pour accompagner à la mise en place et à la réalisation d'un projet de programme, d'un programme de travaux dit global. Donc vraiment vous accompagner à concevoir un projet qui traite l'intégralité des pathologies ou des besoins de rénovation de votre copropriété. L'idée de ce dispositif est donc là pour vous accompagner à réaliser un projet global et la finalité, en fait, c'est vraiment d'améliorer votre confort au sein de vos logements. Comme le disait Monsieur Lertz, l'idée c'est d'améliorer le confort aussi bien en hiver, la notion est un peu facile, on a froid chez soi, on monte le chauffage, mais aussi maintenant en été, en intégrant notamment l'approche environnementale et confort d'été. Alors ça, c'est un super schéma que vous pouvez retrouver sur les documents qui sont à l'entrée si vous ne le voyez pas très bien. L'idée, en fait, c'est de vous présenter globalement les 3 gros types d'interventions qu'on retrouve dans des projets de rénovation en copropriété. Le plus simple et le plus parlant, souvent, c'est le traitement des façades des immeubles. Façades, pignons, toitures, toute l'enveloppe du bâtiment. Souvent, on pense à rénover et à isoler thermiquement ces surfaces, qui sont souvent les points de déperdition les plus importants, et ce qui permet donc progressivement de baisser sa consommation énergétique.
Si on baisse sa consommation énergétique, il faut aussi améliorer ses équipements de production, notamment d'eau chaude et de chauffage, donc en intervenant sur les équipements qui peuvent exister en copropriété, donc les équipements collectifs notamment. Et si on améliore l'enveloppe du bâtiment, il faut toujours penser ventilation pour éviter des désagréments et notamment des problèmes d'humidité. Et enfin, le dernier volet du dispositif Éco-Rénovons Paris, quand on pense rénovation globale, donc maintenant il faut également souvent penser amélioration de l'environnement et du confort d'été en intégrant des travaux notamment de végétalisation ou de confort d'été avec quelques petites actions qui peuvent être envisagées. Alors, qu'est-ce que vous apporte concrètement le dispositif Éco-Rénovons Paris ? Eh bien, ça vous met à votre disposition un conseiller unique qui est là pour vous accompagner à toutes les étapes de votre projet de rénovation. L'idée, c'est de se dire qu'il y a un facilitateur qui est là à votre quotidien, à vos côtés, au quotidien, pour vous aider et vous donner toutes les clés de la réussite d'un projet. Et enfin, quand on parle de projet de travaux, souvent, les réactions qu'on peut rencontrer en copropriété, c'est je vais faire un projet de travaux, mais ça coûte quand même très cher. Et donc l'idée, c'est de pouvoir vous soutenir financièrement avec la mobilisation d'aides financières qui sont dites collectives, donc pour tous les copropriétaires, pour vous permettre de financer en partie ces travaux de rénovation énergétique. Et donc ce schéma, moi je l'aime beaucoup. En fait, c'est pour vous montrer un peu la complexité des projets en copropriété. Donc je pense que vous avez déjà été tous confrontés à la réalisation peut-être d'un projet de travaux ou en tout cas une décision collective qui ne faisait pas forcément l'adhésion de tout le monde et donc qui peut rendre un exercice ou des assemblées parfois assez complexes. Et donc l'idée, c'est vraiment de vous fournir, de mettre à votre disposition un professionnel qui est là pour faciliter l'engagement d'un projet de travaux, qui est là au quotidien à vos côtés pour vous accompagner et avoir les éléments clés, les éléments techniques, les conseils qu'il faut pour vous aider à porter des projets au sein de votre copropriété, qui est là aussi pour faire l'intermédiaire auprès de tous les professionnels qui peuvent être autour d'un projet de rénovation. Les syndics, les maîtres d'œuvre, les BET, les architectes maîtres d'œuvre, les entreprises et tout l'écosystème qui peut intervenir autour d'un projet de travaux. L'idée, c'est vraiment, encore une fois, de mettre à votre disposition un facilitateur qui est là pour vous accompagner au quotidien. Et enfin, sur le dispositif, donc Monsieur Lertz le rappelait en introduction, donc c'est la deuxième édition du dispositif Éco-Rénovons Paris. Le premier dispositif a permis d'accompagner environ 750 copropriétés sur tout le territoire parisien pour engager un projet d'éco-rénovation. Donc sur le territoire du 6e arrondissement, aujourd'hui il y a 7 copropriétés qui sont actuellement accompagnées ou qui ont fini leur chantier de travaux. Et le dispositif, donc concrètement, c'est presque 200 projets de travaux qui ont été accompagnés et financés par le dispositif à hauteur de plus de 70 millions de subventions qui ont pu être mobilisées pour financer ces travaux ou parties de travaux. Merci Adeline. Je vais donner la parole donc à l'Agence parisienne du climat, donc Diana Bello. Bonsoir à tous. Je vais essayer de parler très fort et articuler beaucoup. Je m'appelle Diana Bello. Je suis donc la conseillère et référente pour le 6e arrondissement à l'Agence parisienne de climat. Juste un petit rappel, l'Agence parisienne de climat a été créée en 2011. C'est une association qui a été créée à l'initiative de la ville de Paris et avec le soutien de l'ADEME. Et donc on est là pour accompagner tous les Parisiens dans leurs projets de rénovation énergétique. De manière, donc on vous conseille, on vous accompagne de façon neutre et gratuite. Donc, si votre copropriété est intéressée par les dispositifs Éco-Rénovons Paris Plus, la première étape, c'est en effet d'inscrire votre copropriété sur la plateforme Coach CoPro. Alors, cette plateforme vous permet de vous mettre en relation déjà avec moi, la référente de votre arrondissement. À ces moments-là, je vous contacterai justement pour écouter quelles sont les caractéristiques de votre copropriété, quelles sont les principales problématiques et quels sont les objectifs également des copropriétaires. Ensuite, je vous accompagne également à mobiliser les copropriétaires. En effet, on est là pour vous porter conseil, pour adapter les projets aux besoins.
Et puis ensuite, si la copropriété est motivée et qu'il existe un réel gain énergétique derrière les travaux qui sont envisagés, je suis là également pour présenter votre copropriété au comité Éco-Rénovant Paris Plus. C'est un comité qui se réalise tous les mois, donc on présente votre candidature. Mais plus spécifiquement, qu'est-ce que c'est la plateforme Coach CoPro? Donc d'abord, c'est un outil d'accompagnement. C'est ce qui nous permet en effet de garder un registre des informations de votre copropriété. Ensuite, c'est également un outil destiné aux copropriétaires parce qu'en effet, c'est une mine d'informations. D'une part, vous avez accès à des ressources comme notamment l'accès à un annuaire des professionnels qui ont signé une charte avec nous et qui travaillent déjà sur des projets de rénovation énergétique dans Paris. D'une autre part, vous avez également accès à des informations et à des formations pour mieux comprendre quelles sont les différentes phases à suivre dans ces projets de rénovation énergétique. Et puis, en effet, c'est quelque chose c'est une plateforme qui vous permet également d'accéder à une liste des projets déjà réalisés dans Paris sur d'autres copropriétés, ce qui vous permet de comparer ce qui a été fait dans des immeubles qui sont similaires aux vôtres. Donc, pour savoir en effet quelles ont été les différentes techniques mises en place et quels ont été les gains réalisés également. Donc, peu importe à quelle étape vous êtes dans votre projet, n'hésitez pas d'inscrire votre copropriété à la plateforme Coach CoPro. Ensuite, donc, voilà, votre copropriété est motivée et veut avancer sur la démarche. Donc, en effet, nous sommes là donc pour vous aider à constituer votre projet. Déjà, comme je le disais tout à l'heure, et on est là aussi pour recueillir les informations de votre copropriété. Ensuite, donc, on va vous orienter vers des outils qui aident notamment à la négociation. C'est tout ce qui concerne, par exemple, un diagnostic technique global. Comme vous le savez aujourd'hui, donc la ville de Paris propose un chèque pour subventionner une partie de cette étude des 5 000 €. Et donc, c'est une étude qui permet donc d'évaluer les besoins d'entretien et les potentiels d'amélioration de l'immeuble en termes énergétiques et environnementaux. Et suite à cette étude, donc, les diagnostiqueurs vous proposent des scénarios, idéalement 3 scénarios d'amélioration, justement, qui sont en effet ouverts à la négociation également, mais qui vous permet, voilà, de vous positionner vers un scénario de gains énergétiques. Et puis, une fois vous auriez choisi un scénario de rénovation, moi, je présenterai votre candidature donc au dispositif Éco-Rénovant Paris Plus. Donc voilà, on vous assiste dans la rédaction de votre cahier des charges et à la consultation donc des équipes prestataires. On vous appuie dans la présentation des conclusions du diagnostic et des audits réalisés dans votre copropriété. On vous conseille donc sur les scénarios qui sont présentés, justement pour les ajuster et les adapter aux besoins de la copropriété. Et puis voilà, on évalue la possibilité d'intégrer votre copropriété dans les dispositifs. Voilà, ça c'est... Merci beaucoup. Donc maintenant, on va vous présenter, là on vous a présenté donc comment accéder, comment prendre contact. On va vous présenter, une fois que le contact est pris et que le projet est potentiellement éligible, l'accompagnement. Donc c'est Claire Mazard de Solia Grand Paris. Bonsoir à tous. Donc mon rôle, c'est de piloter les équipes qui vont accompagner les copropriétés dans le cadre du projet global de rénovation énergétique de votre copropriété. L'objet de mon intervention ce soir, c'est de vous présenter la poursuite de l'accompagnement effectué par le conseiller Solia après l'intégration de la copropriété au sein du dispositif Éco-Rénovant Paris Plus, avec un focus particulier sur les aides pour que vous compreniez globalement le fonctionnement de notre accompagnement et des aides, et donc des subventions mobilisables dans le cadre de votre projet, avec un zoom particulier sur la subvention spécifique au dispositif Éco-Rénovant Paris Plus.
Donc, suite à l'accompagnement par l'Agence parisienne du climat dans le cadre du diagnostic technique global, qui est la première étape pour permettre d'aboutir à un choix de scénario, la deuxième grande étape sur laquelle on va vous accompagner, c'est le vote de la mission de maîtrise d'œuvre et la phase d'étude du projet de travaux. Donc cette phase va vous permettre d'affiner votre projet jusqu'à la consultation des entreprises qui réaliseront donc les travaux. L'objectif, à la fin de cette phase d'étude, c'est de voter un programme de travaux le plus complet possible en fonction, bien sûr, de votre copropriété. L'accompagnement de Solia, lui, il va se traduire donc tout au long du suivi du projet par un conseiller dédié à la copropriété. Notre équipe est composée donc de profils pluridisciplinaires, des architectes, des urbanistes, qui vont vous accompagner au mieux dans votre projet de travaux sur les différents volets principaux que sont les volets techniques, les volets administratifs et financiers. Le rôle du conseiller Solia, c'est un rôle d'assistance à maîtrise d'ouvrage. Il est là pour guider la copropriété dans son projet de travaux. Il a un rôle de facilitateur, d'aide à la décision. Il a pour rôle de poser les bonnes questions au bon moment et d'aiguiller le projet afin qu'il se déroule au mieux. Il ne se substitue pas, en aucun cas, au conseil syndical, ni au syndic, ni aux différents prestataires qui seront mandatés par la copropriété. C'est un point important. Par exemple, son accompagnement va se traduire par le déploiement d'une enquête donc, qui prend la forme d'un questionnaire. C'est une enquête donc strictement confidentielle qui a destination donc des propriétaires occupants, des propriétaires bailleurs et des locataires, qui se fait donc par courrier ou par mail et qui est très importante parce que cette enquête va permettre de connaître l'éligibilité de la copropriété aux différentes aides, que ce soit celle de l'Agence nationale de l'habitat, mais aussi locale, donc de la ville de Paris. Ce qu'il faut retenir tout au long de cette phase, c'est que le conseil syndical et le syndic ont une place primordiale dans l'accomplissement d'un projet, dans la réussite d'un projet de rénovation globale en copropriété. On l'a remarqué de par notre expérience que la communication au sein de la copropriété est un facteur clé de réussite. Donc, suite à ça, cette première phase, vient la troisième phase qui commence par le vote des travaux. Donc nous, on vous aidera de notre côté à préparer au mieux l'AG de vote des travaux par une communication importante, par une réunion d'information pré-AG, le déploiement de plans de financement aussi en amont de cette assemblée générale. Après le vote vient le dépôt des demandes de subventions qui sont réalisées entièrement par le conseiller, Solia. Donc. Vient ensuite la phase chantier sur laquelle on vous assistera tout au long, jusqu'à la réception, jusqu'à la demande de paiement des subventions des organismes subventionneurs. Donc sans détailler plus, le but c'est que vous saisissiez en globalité notre accompagnement et on va donc pouvoir passer aux différentes aides mobilisables. Donc il existe beaucoup d'aides financières et le but c'est que pas que vous deveniez des spécialistes de ces différentes aides. On est là justement pour vous accompagner dans leur mobilisation. Donc le dispositif Éco-Rénovons Paris Plus, c'est un dispositif pluriel de subventions. Il y a des aides collectives, donc les aides aux syndicats des copropriétaires qui seront ensuite réparties à tous en fonction des tantièmes. Elles sont valables à la fois pour les études et pour les travaux. Donc par exemple le diagnostic technique global, la mission de maîtrise d'œuvre et les accompagnements complémentaires. Il y a les aides individuelles, donc pour les propriétaires occupants modestes et très modestes, qui sont donc conditionnés à certains critères de ressources et de performance énergétique, et qui viennent renforcer les aides collectives. Et il y a l'aide exclusive, donc l'aide performantielle d'Éco-Rénovons Paris Plus, qui est exclusive aux copropriétés qui ont intégré le dispositif. Donc avec un point de vigilance tout de même sur ces différentes aides, c'est qu'elles sont touchées à la fin des travaux. Donc les organismes donc financeurs vont s'engager bien sûr à réserver ces aides dès lors que la copropriété a voté ses travaux et que le dossier donc, de demande de subvention a été validé. Donc, d'où l'intérêt, et notre accompagnement le prévoit, c'est de prévoir bien en amont du vote des travaux les financements.
Donc oui, puisqu'il faut récolter la totalité des appels de fonds avant de démarrer les travaux pour s'assurer que les entreprises puissent être payées tout au long des travaux. Donc on va vous orienter au mieux vers par exemple les banques qui proposent des prêts collectifs copropriétés, comme l'éco-prêt à taux zéro, qui permet de financer des projets de rénovation énergétique. Donc les prêts sont votés en assemblée générale, mais sans obligation d'y souscrire. Donc ce sont des prêts à adhésion individuelle, sans condition d'âge ni de santé. Ensuite, donc, vient un petit zoom sur l'aide collective spécifique au dispositif Éco-Rénovons Paris Plus, qui est une aide au syndicat. Elle est seulement pour les copropriétés ayant intégré le dispositif et cumulable avec les autres aides. Donc, mobilisable sous certaines conditions. Il faut faire partie du dispositif, avoir un gain énergétique de au moins 15%, avoir 75% de lots principaux destinés à l'habitation. Généralement, ça, c'est pas un souci non plus. Atteindre un certain niveau de réponse à l'enquête d'éligibilité dont j'ai parlé un peu plus en amont, d'où son importance. Et également la nécessité de répondre à certains critères sociaux ou d'être en sortie de passoire énergétique. Donc, certaines primes supplémentaires peuvent aussi être accordées pour encourager la réalisation d'un projet ambitieux, comme par exemple l'utilisation de systèmes à énergie renouvelable ou le raccordement au CPCU, le réseau de chaleur urbain par exemple. Donc, l'une de ces primes qui répond donc à des projets ambitieux, il y a celle aussi qui concerne la création d'îlots de fraîcheur, donc pour lutter contre les effets néfastes des canicules par exemple. Elle se décline en 3 catégories, les équipements, donc par exemple les peintures réfléchissantes, la récupération des eaux pluviales, la désimperméabilisation, donc par la débitumisation, la création de pleine terre par exemple, et le 3e point, la végétalisation en toiture ou en pleine terre. Donc elle permet de mobiliser des taux d'aide allant de 30% à 50% du projet de création d'îlots de fraîcheur en fonction du nombre de catégories combinées. Donc dans la limite de 60 000 € par copropriété avec une majoration de 100 € par mètre carré au-delà d'un projet îlot de fraîcheur supérieur à 200 mètres carrés. Ensuite, donc un zoom sur les aides individuelles de la ville de Paris qui viennent s'ajouter aux primes individuelles de l'ANA. Donc, avec pour condition qu'il faut atteindre 35% de gain énergétique. Et c'est sur condition de ressources pour les propriétaires occupants modestes et très modestes, selon les critères de l'ANA. Vous pouvez retrouver les plafonds sur Internet assez facilement, ils sont mis à jour régulièrement. Donc cette aide individuelle complémentaire, elle peut permettre aux propriétaires occupants modestes et très modestes d'être financés jusqu'à 85% et 100% de leur quote-part de travaux subventionnables, ce qui peut être un réel coup de pouce pour certaines copropriétés, certains copropriétaires. Dernier point. La ville de Paris a voté cette mesure qui est l'exonération de la taxe foncière dans l'ancien pour les locaux d'habitation, achevée avant le 1er janvier 1989 et ayant fait l'objet d'une rénovation énergétique. Donc dans ce cas, l'exonération elle est à 100% sur une période de 3 ans à dater de l'achèvement des travaux. Les conditions, donc c'est être propriétaire et avoir réalisé des travaux énergétiques sur votre logement pour les travaux en partie commune ou en partie privative, d'un montant minimum de 10 000 € sur un an ou de 15 000 € sur 3 ans, donc hors coût de la main-d'œuvre. Ça s'effectue sur la déclaration d'impôt en lien avec votre syndic qui pourra vous communiquer les bons montants. Le dispositif donc, a pris effet le 1er janvier 2024 et concerne les travaux terminés et facturés depuis 2023, donc suivis des années à venir. Donc voilà pour moi pour la présentation donc, de notre accompagnement et du dispositif et je propose de continuer sur un cas plus concret. Merci Claire. Donc nous allons effectivement présenter Monsieur Caillère qui va donner. Vous pouvez venir là. Je vais vous. Pas de souci. Je vous donne ça pour. Ça sera plus pratique. Est-ce que les micros marchent ? Est-ce que les micros marchent ? Merci. Bonsoir. Bonsoir à tous. Donc, je viens vous faire un retour d'expérience en tant que copropriétaire, mais aussi en tant qu'architecte et maître d'œuvre sur ce projet et sur des projets de rénovation en copropriété, rénovation thermique en copropriété à Paris en règle générale.
Donc, alors, si on s'en tient à la première slide, voilà. Le point de départ, en fait, de ce projet, tout simplement, j'ai été désigné pour réaliser des travaux de ravalement sur cet immeuble. Et évidemment, ce qui saute un petit peu aux yeux quand on regarde cette photo, c'est la photo, c'est ce très grand mur pignon. Qui est sur deux faces aussi, qu'on ne voit pas tout à fait, mais il y a un retour aussi sur une deuxième partie du pignon et qui constitue une très grande surface en fait en pierre de taille qui a une résistance thermique relativement faible en fait, et donc il me paraissait opportun de proposer un projet de rénovation thermique sur ce projet et de proposer une isolation de ces murs pignons. En partant de ce principe, en fait, notre copropriété a commencé à se renseigner par rapport au dispositif qui existait à Paris, et donc on a pris connaissance de ce dispositif d'Éco-Rénovons Paris qui s'est transformé par la suite en Éco-Rénovons Paris Plus. Entre les deux micros ? Excusez-moi, vous m'entendez bien comme ça en fait déjà ? Ok, très bien, pardon, autant pour moi. Voilà, c'est mieux comme ça ? Vous m'entendez bien ? Ouais, moi j'avais un doute en fait, c'était pour ça. Voilà, ok, autant pour moi. Donc du coup, à la suite de cette étude, à la suite de cette proposition de mission qui a été faite au syndic, on a décidé de pousser un petit peu plus loin cette étude pour la rénovation de la copropriété. Et donc, on a réalisé cette mission de maîtrise d'ouvrage, d'exécution et de conception pour mettre en place le projet et réaliser l'appel d'offres, pardon. Et donc, l'idée, c'était de réaliser ce programme de travaux et de regarder à la suite d'un audit thermique les performances envisageables pour ce bâtiment. À la suite de cette étude, du coup, nous sommes parvenus avec le bureau d'études à un gain énergétique de 35%, en poussant les travaux un petit peu plus loin, justement, puisque le point de départ, c'est le mur pignon, mais on a la possibilité aussi d'améliorer les performances thermiques par l'isolation des combles et des toitures, qui permet un gain important, l'isolation des planchers bas en cave, un système de ventilation et le remplacement des menuiseries qui donnent sur les parties communes qui étaient en simple vitrage par des doubles vitrages, des menuiseries en bois en double vitrage ventilé. Donc ce dispositif permet d'atteindre un gain de 35%. Et au-delà des chiffres, je pense qu'il est important de rappeler aussi qu'il y a un confort d'hiver qui permet des économies importantes, mais il y a aussi un confort d'été qui est très important, en particulier pour les étages supérieurs, puisque en tout cas moi en tant qu'étudiant à Paris, j'ai vécu la situation. Quand on est sous les combles et qu'il fait 40 degrés, on se rend bien compte de ces problèmes. Et c'était il y a un certain temps maintenant, donc j'imagine qu'avec le réchauffement thermique, c'est encore pire. Voilà. Donc on a commencé cette mission de maîtrise d'œuvre le 9 en septembre 2022, et aujourd'hui donc on est en mars 2024 et on va voter les travaux d'ici un peu moins d'une semaine. Donc on va voir si ces travaux passent. On a beaucoup débattu avec la copropriété. On a aussi beaucoup échangé avec Solia et l'ensemble des dispositifs, avec l'Agence parisienne du climat et voilà. Et donc c'est un projet que je trouve enthousiasmant personnellement, qui permet de réaliser des grosses économies aussi, de l'ordre de 130 000 € de subvention sur un budget de travaux de 430 000 €. Et du coup, je pense que les projets de rénovation thermique sur les bâtiments patrimoniaux, c'est quelque chose d'assez particulier, parce qu'il faut faire attention quand même au caractère patrimonial justement de ces bâtiments. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas les rénover. C'est au cas par cas en fait. C'est vraiment au cas par cas en fait. Et donc on peut le faire. Ça demande plus de temps. Mais je pense que ça peut être quelque chose de très satisfaisant de conserver le caractère patrimonial d'un bâtiment tout en l'améliorant d'un point de vue thermique et en l'adaptant aux exigences du réchauffement climatique. 130 000 € sur un montant de travaux estimé à l'heure actuelle à 432 000 €, incluant
les honoraires de l'architecte, la convention de surplomb dont je n'ai pas parlé, puisque c'est une contrainte, effectivement, comme notre mur pignon donne sur est en limite de copropriété, nos deux murs pignons donnent en limite de copropriété, donc le fait d'isoler fait qu'on empiète en fait sur la copropriété. Donc il y a des droits de surplomb. Je vous ai vu, monsieur, je termine juste. Il y a des droits de surplomb en fait à négocier avec l'ensemble, avec les copropriétés voisines. Et c'est un dispositif, voilà, il faut se mettre en relation avec eux, communiquer avec les syndics, échanger. Et voilà, ça fait partie aussi des contraintes et des choses à prendre en compte. Alors, juste pour les questions, on va faire toutes les questions à la fin. Vous les gardez bien, on fera circuler un micro pour que ça puisse être entendu. On va juste terminer. Merci beaucoup, monsieur Caillère. Je pense qu'il faut que vous restiez là, pas là. Sur le montant de travaux, pardon ? Oui. Et en plus, il devrait être coté du truc parce qu'il n'est pas subventionné. Oui, tout à fait, oui, effectivement. Et c'est sur ce montant des subventions et un montant de subvention qui est juste dédié à l'amélioration thermique et de la qualité du bâtiment, dans l'optique aussi d'emploi de matériaux biosourcés en fait, qui permettent d'augmenter en fait ces subventions. Et donc on est sur 30% de subventions sur le coût des travaux TTC, hein, à peu près. C'est ça environ, exactement, ouais. Parfait. Merci beaucoup. Et donc restez à proximité. Je pense qu'il y aura quelques questions à la fin. Ok, très bien. On va faire. Donc Aline Filleul va vous présenter rapidement donc un dispositif loué solidaire, donc un dispositif de la ville de Paris destiné plutôt aux propriétaires bailleurs privés qui ont des biens qu'ils souhaitent mettre en location. On est sur de la location vide. Oui, alors je vais vous présenter très très succinctement ce dispositif. Vous aurez tous les coordonnées à la fin si vous êtes intéressé pour avoir des informations un peu plus précises. Donc le dispositif Louer solidaire, en fait c'est Louer solidaire et sans risque. C'est un dispositif d'intermédiation locative qui est mis en place par la ville de Paris avec ses partenaires. Et l'idée en fait c'est de proposer aux propriétaires bailleurs une solution pour louer son logement à des associations, notamment via une intermédiation locative qui est en charge de la gestion locative, de la gestion de la relation avec les locataires et qui apporte des garanties de loyer. Donc en gros, les loyers seront payés par l'association, donc il y a une garantie de loyer et une garantie de restitution du logement à la fin du bail en parfait état. Ce dispositif, donc, il est là vraiment pour sécuriser la mise en location d'un propriétaire bailleur à destination donc d'associations. Il permet donc une garantie de la gestion locative, notamment, si parmi vous il y en a qui sont propriétaires bailleurs, tout ce qui est gestion des baux, quittance et tout ce genre de démarches administratives qui sont obligatoires dans le cadre d'une relation avec un locataire, eh bien, c'est pris en charge par le dispositif Louer solidaire. Ça permet aussi de mobiliser des réductions d'impôts, notamment sur les revenus fonciers, via cette forme d'intermédiation locative. Et ce que je vous disais aussi, donc, c'est un dispositif qui garantit une remise en état du logement en cas de dégradation par les occupants. Donc vous louez un logement à un instant T dans un état et quand vous le récupérez, il sera remis dans le même état. Voilà, pour être très très rapide sur ce dispositif. Et donc toutes les coordonnées sont affichées derrière moi. Donc il y a un numéro de renseignement. Si vous voulez, je peux vous le dicter, mais sinon il sera dans le support. Donc c'est le 0800 50 45... Non, pardon, 0800 50 05 45. Et vous avez toutes les informations qui sont disponibles également sur les pages en ligne service de la ville de Paris. Donc en tapant Louer solidaire, vous trouvez toutes les informations et tous les contacts si jamais vous souhaitez bénéficier de ce dispositif d'intermédiation locative. Merci beaucoup, Adeline. Et donc, nous passons aux questions, s'il y en a. Alors, on va faire circuler un micro. Bonjour, merci. J'ai plusieurs questions. Que se passe-t-il dans le cas d'une copropriété où la copropriété n'est pas concernée, ne se sent pas intéressée, mais où il y a des copropriétaires intéressés indépendamment qui ne peuvent pas passer en assemblée générale parce que l'assemblée générale ne vote rien. Qu'est-ce qui se passe?
Petit 1. Et deuxième question, j'ai entendu parler d'isolation par l'extérieur. Comment ça se fait? Comment fait-on, si la copropriété est d'accord bien sûr, pour faire une isolation à l'extérieur dans des immeubles haussmanniens avec des balcons, des décorations diverses et variées? Donc on doit passer par l'intérieur peut-être, et à ce moment-là on perd de la surface. Donc merci de répondre à ma question. Plusieurs questions. Pas de main. Ah. Bonjour, j'ai aussi une question sur l'isolation par l'extérieur, mais sur le mur pignon, donc à l'identique de la situation présentée par monsieur, qui est dans le 14e. Dans le 6e, souvent, on est en proximité de monuments historiques, et donc il y a une interdiction d'isolation par l'extérieur, ou en tout cas un déconseil vis-à-vis des ABF. Je voulais savoir quel était, si auprès de la mairie de Paris, sur des murs pignons qui sont peut-être peu visibles, mais sur lesquels il y a des gros gains énergétiques, comme ça a été dit, comment est-ce qu'on peut faire? Alors, il y avait monsieur. Prochaine série. Bonjour. Pour le projet de la rue Roli, j'aurais voulu que vous reprécisiez exactement le périmètre de la rénovation thermique. 2 pignons, les combles et le toit, les caves, les huisseries, et c'est tout? Ça fait quelle surface à peu près? À la louche. 2000 mètres carrés? Je vois 6 étages. Bon. Ok. Et deuxième question, il y avait un projet que vous avez présenté l'année dernière qui était rue Gerbillon. Où en est-on? Merci. Alors, pour les premières questions, peut-être Claire, je ne sais pas. Voilà, deuxième série, il y avait un monsieur qui avait le premier là-bas. Donc par rapport à la première question sur le fait que voilà, parfois on se retrouve face à des copropriétés où il y a des personnes qui sont très motivées et ont une grande envie de faire des travaux de rénovation, et puis il y a d'autres personnes qui hésitent encore et qui ne sont pas encore convaincues. En effet, c'est tout l'intérêt également de lancer des analyses de l'immeuble, notamment un diagnostic technique global, qui vous permettrait en effet d'avoir une connaissance de l'état actuel de votre immeuble et d'identifier clairement et concrètement quels sont les travaux à prioriser, avoir également une idée des coûts de ces travaux et avoir une idée également des aides mobilisables derrière. Donc c'est vraiment un outil d'aide à la négociation au sein de la copropriété quand on est face à des personnes qui sont un peu réticentes. Si la copropriété ne vote pas, que font les copropriétaires intéressés? Alors, c'est vrai que c'est un travail de négociation, il y a un travail d'échange avec les copropriétaires. Oui, tout à fait, mais c'est voilà, il faut des copropriétés qui ne fonctionnent pas par la négociation comme vous le voulez. D'accord. Oui, en effet, il faut sonder un petit peu l'état d'esprit des copropriétaires et puis voilà. Où le projet de diagnostic technique global a été proposé, ça n'a pas été voté. Soit, je connais ça. En effet, comme nous le disions tout à l'heure, par rapport aux copropriétés où il y a souvent une problématique de communication, la communication est le facteur clé pour la réussite d'un projet. Et dans le cadre du dispositif, il a été mis en place un kit de communication qui est disponible sur le site de la ville de Paris. En tout cas, il existe des outils qui peuvent permettre de mieux communiquer au sein de la copropriété pour amener la copropriété à comprendre les enjeux qui sont liés à la rénovation énergétique de leur bâtiment, de leur patrimoine. Une copropriété, c'est bien gentil de faire de la communication dans la copropriété. Si la copropriété ne vote pas, elle ne votera pas. Donc, que faites-vous si la copropriété ne vote pas le diagnostic technique global? C'est ça ma question. Toutes les communications antérieures, postérieures, possibles. Oui, effectivement. Que se passe-t-il s'il n'y a pas de diagnostic technique global? Que fait-on pour les appartements indépendamment? Alors, juste,
on va reprendre l'ordre. Donc on avait noté un certain nombre d'autres questions. Donc on a bien noté, hein, forcément il y a un processus qui est compliqué dans les copropriétés, qui peut ou pas fonctionner. L'idée, c'est de proposer un accompagnement le plus proche, le plus pédagogique possible de la part des équipes missionnées par la ville de Paris. Pour des copropriétés, ça fonctionne. Il y en a, vous avez vu le nombre de copropriétés qui ont voté les travaux. Et il faudra repasser peut-être sur une seconde session sur certaines copropriétés pour qu'il y ait la conviction nécessaire des votants. Donc l'autre question. Oui, mais on n'a pas la réponse à la question pour les appartements individuels. Pour les appartements individuels, question sur les aides. Pour tout ce qui concerne donc la rénovation de vos appartements, donc l'Agence parisienne du climat peut vous accompagner également. Vous pouvez prendre contact avec nous et nous vous conseillerons par rapport aux travaux qui peuvent être réalisés dans votre appartement. Il y a également ma prime rénov individuelle. Il y a également des dispositifs de subventions pour ces travaux-là. Et nous vous orienterons vers ces solutions-là. Mais voilà, sachez qu'on accompagne également individuellement vos travaux. Il y a une question donc sur les ABF. Tout à fait. Qui veut répondre à cette question ? Alors, juste la question sur l'isolation par l'extérieur, il y avait deux questions. Il y avait le traitement des copropriétés avec des façades, notamment en pierre de taille. Et je pense que l'exemple qui vient de nous être présenté est un très bon exemple. Donc, quand on a une façade vraiment en pierre de taille avec une qualité architecturale, parfois on ne peut pas la traiter par l'extérieur. Même les qualités des matériaux ne sont pas déperditives sur ces espaces-là et ne nécessitent pas un traitement spécifique. Ensuite, quand on parle d'isolation par l'extérieur, donc il y a des exemples comme le traitement des pignons, ça peut être aussi une source de traitement de la façade, ou en tout cas des déperditions en façade qui pourrait y avoir, notamment les pignons en moellon. Il y a également les toitures, en fait c'est aussi des façades, c'est les façades hautes, si on veut, qui peuvent aussi être traitées. En ce qui concerne la question des ABF, alors en effet, il y a certains secteurs de Paris qui sont dans des secteurs qui sont dans des périmètres classés où les interventions sont plus complexes. Alors pour ça, il y a quand même des copropriétés qui tiennent compte notamment des prérogatives ou des recommandations des architectes des bâtiments de France pour pouvoir traiter techniquement les façades quand c'est possible avec les bons matériaux. Et enfin, quand on a des refus aussi des architectes des bâtiments de France, on se rend compte que souvent, c'est une question administrative. Souvent, les dossiers sont incomplets ou pas suffisamment poussés dans l'analyse pour que l'architecte des bâtiments de France puisse se positionner et rendre un avis. Et donc, en fait, un refus, c'est parfois juste pour ouvrir un dialogue ou une session de dialogue avec eux. Alors, il y a des immeubles qui ne pourront pas être traités parce que techniquement, ce n'est pas possible. Mais il y a aussi des immeubles qui peuvent être traités, mais ça demande un peu plus de travail et de pédagogie. Et aussi, le dispositif Éco-Rénovons Paris est là aussi pour vous accompagner dans ces démarches. Il est là pour faciliter les mises en relation avec les professionnels et notamment pour pouvoir avoir recours à des architectes qui sont vraiment spécialisés sur la gestion des patrimoines un petit peu exceptionnels. Je vais juste ajouter quelque chose à ce que vient de dire Adeline. On travaille depuis très longtemps avec les architectes des bâtiments de France et côté ville de Paris pour avoir une doctrine commune. Parce que c'est assez frustrant quand au bout de 5 ou 6 ans d'études, de travaux, de choix de scénarios, etc., on se heurte à un refus des ABF, mais qui est souvent le prélude à une discussion un peu plus poussée avec les architectes. Mais c'est compliqué de se relancer, etc. Donc on travaille depuis très longtemps avec les architectes des bâtiments de France, et pour leur faire partager notre préoccupation aussi sur les enjeux, notamment de protection face à la chaleur. C'est vrai que dans les derniers étages, on a souvent des températures. Le propriétaire du 14e arrondissement disait ça, c'est vrai que sous les combes, parfois il fait très très chaud. Et donc on a besoin de partager avec les architectes des bâtiments de France, qui sont sous la tutelle du ministère de la Culture, d'ailleurs, puisque leur mission première, c'est la protection du patrimoine, de l'esthétique parisienne, de leur faire partager ces enjeux autour de la salubrité des logements. Voilà, parfois en été, les logements ils sont de facto insalubres parce qu'on ne peut pas rester y vivre, tout simplement. Quand il fait 30 degrés dans son logement la nuit, c'est très difficile de se reposer et de récupérer. Donc on a ces groupes de travail avec les architectes. Les choses évoluent dans le bon sens, c'est-à-dire que de plus en plus on a des acceptations de la part des ABF, mais c'est vrai qu'on a vu des projets se fracasser un peu sur un refus net et catégorique des ABF, mais les choses évoluent dans le bon sens maintenant à Paris.
Est-ce que, donc il y avait peut-être une question, vous vouliez compléter, Monsieur Caillère, sur les surfaces isolées? Je crois qu'il y avait une question, mais sinon ça peut être en second temps, on pourra l'envoyer. Hein, si, Et il y avait une question sur Gerbillon. Monsieur. Bonsoir à tous. Donc effectivement, j'avais présenté il y a 1 an notre projet sur la rue Jean-François Gerbillon. Donc nous sommes encore en phase de travaux, mais beaucoup de choses ont avancé. Donc vous vous souvenez, il y avait une opération de désamiantage. D'abord, il s'agissait de démonter des cheminées en fibrociment. Après, on a eu une difficulté que certains connaissent déjà, dire qu'il s'agissait de faire une isolation thermique extérieure sur une façade arrière qui, bien que nous habitions un immeuble haussmannien, était en pan de bois. Donc on a déshabillé complètement la façade, on a constaté les pans de bois qui étaient abîmés. Il n'y a pas de secret, il n'y a pas de mystère. Les pans de bois qui étaient abîmés, c'était les pans de bois qui étaient en proximité des pièces humides, cuisine, salle de bain. Mais on a dû remplacer quand même un nombre important de pans de bois. Ça se coupe et ça se remplace en chaîne. C'est une opération compliquée. Après, il faut refaire un ravalement complet là-dessus. Et ça a été fait. Dans le même temps, le toit a été refait. Vous vous souvenez qu'il y avait 2 brisées en ardoise et un terrasson en zinc. Les châssis parisiens ont été remplacés par des Velux. Nous avons créé un châssis de désenfumage au-dessus de la cage d'escalier. Les descentes d'eau ont été faites. Et aujourd'hui, nous entamons sur la façade qui était totalement ravalée la pose de carrés de laine de roche qui seront donc fixés au mur, je l'avais expliqué, par 3 moyens différents. D'une part, un encollement, donc de la colle, ensuite des chevilles, le tout étant, recouvert d'une toile. Donc ça fait trois moyens qui coincent ce revêtement en laine de roche, dont vous vous souvenez qu'il était assez épais, il fait 16 cm. Et nous avons remplacé toutes les menuiseries, ça aussi c'est fini. Voilà. Alors sachant que ça c'est la partie sur échafaudage, accessible par l'échafaudage, et nous aurons ensuite une partie après démontage de l'échafaudage qui consistera à reprendre les réseaux enterrés d'évacuation des eaux usées, et vannes, c'est pareil, et avec une prolongation de l'isolation en sous-sol. Voilà. Donc l'isolation, couvrira toute la façade. Vous vous souvenez, donc le toit, puisqu'on parle de l'enveloppe. Donc le toit, on n'a pas fait de sarking sur le terrasson. On a fait un flocage sur le plafond, sur le plancher des combles. Ensuite, on a fait 2 couches de sarking sur une couche de sarking sur chacun des brisées. Et donc après, il y aura l'isolation thermique extérieure qui donc descendra 50 cm en dessous du sol. Voilà. Si vous avez d'autres... Merci. Alors, j'avais noté, donc il y avait monsieur, madame et un monsieur derrière qui... Alors, j'avais repéré déjà des mains, donc je fais dans l'ordre, je vais essayer de me souvenir. Oui, je voudrais revenir sur le problème des immeubles qui sont dans un secteur protégé. Est-ce que vous avez concrètement résolu le problème de discussion avec les architectes? Est-ce qu'il y a eu vraiment des copropriétés qui ont été, dont le problème a été réglé depuis que vous avez mis le système en place? Et la deuxième question, c'est, étant donné la situation des artisans sur la région parisienne, quels sont les délais qu'on peut espérer actuellement pour des changements d'ouverture, enfin de fenêtres? Merci. Alors, comme je suis à proximité, je vais prendre monsieur et madame, je ne vous ai pas oublié. Merci. J'ai une question. J'ai lu dans la presse que les rénovations partielles étaient éligibles maintenant. Vous pouvez nous en dire plus? Deuxième question, le diagnostic global, technique globale. Vous parlez d'une subvention de 5 000 €. Elle sera versée quand? Après le diagnostic ou il faut attendre la fin des travaux? Merci. Non.
il marche le... Oui. Alors, première question. Est-ce qu'un copropriétaire peut lui-même inscrire sa copropriété ou est-ce que c'est absolument le syndic ? Un copropriétaire peut le faire. Bon, pour répondre à la question de madame, est-ce qu'on peut inviter, par exemple, madame Diana Bello à l'AG de sa copropriété? Bon, attendez, j'ai pas fini. J'avais une autre question concernant... Oh, je l'ai perdu. Le parking des architectes, des artisans, pardon. L'an dernier, on a refait le plafond de nos caves, le plancher des caves, les poutres, etc. Et on a eu 3 000 € pour que les artisans puissent se garer, etc. Alors, est-ce qu'il y a une facilité là-dessus pour économiser un peu ? Enfin, quand on a un syndic qui est en même temps architecte, comment faire pour avoir une comparaison avec d'autres architectes et voilà. Vous voyez le problème ? Vous lui posez aussi une question. Alors, il y a aussi monsieur. On note les questions ou ça fait une trop grosse série ? On va répondre déjà. Et puis, voilà, j'ai noté, il y a... Désolé, les aléas. Alors, on a donc une question sur quid d'une copropriété où certains ne sont pas intéressés. Pardon. Immeuble, secteur, projet, discussion avec les architectes réglés. Alors, je ne sais pas si tu avais le détail. Alors, je vais essayer de vous répondre de la manière la plus claire possible. On passe d'une situation très difficile avec les architectes des bâtiments de France à une situation moins difficile. Et je vais vous donner quelques chiffres, mais qui sont des chiffres un peu sur tout Paris. Il y a quelques temps, 1/3 des projets de rénovation énergétique des copropriétés parisiennes étaient ou freinés ou stoppés par les architectes des bâtiments de France. Donc des chiffres qui sont assez conséquents. Donc c'est pour ça qu'on a mis en place ces groupes de travail communs, pour éviter que 5 ans après, on se retrouve avec un refus qui laisse tout le monde perplexe et qui empêche les copropriétaires de faire leur travail, leur projet de rénovation énergétique. Donc ça s'arrange, on arrive à discuter, on arrive à dialoguer, mais il faut que le ministère de la Culture, qui est le ministère de tutelle des architectes des bâtiments de France, réforme le cadre réglementaire de leur mission. La mission des architectes des bâtiments de France, c'est de protéger le patrimoine. Et quand on protège le patrimoine, et on se préoccupe moins, évidemment, des questions de canicule, des questions de... voilà. Donc il faut un changement de cadre réglementaire, mais dans le dialogue qu'on a maintenant, Ville de Paris, avec le corps des architectes des bâtiments de France, on se comprend de mieux en mieux. Voilà. Alors ça ne donne pas une réponse très précise à votre projet, mais... Ah non, mais c'est simplement parce qu'entre les difficultés avec les copropriétés, surtout dans le 6e où vous avez beaucoup de pieds-à-terre, où vous avez des gens qui ne sont jamais là, donc pour les convaincre c'est très difficile. Si en même temps vous avez des problèmes avec les architectes des bâtiments de France, c'est une mission impossible, quoi. Et maintenant que Madame Dati est ministre de la Culture, ça va s'arranger. Voilà, donc par exemple, ça c'est une solution à portée de main. Et le maire du 6e, il sera sensible, puisqu'il connaît très bien la ministre de la Culture. Et donc, non mais, comme on prend maintenant de manière beaucoup plus anticipée ces sujets-là, c'est-à-dire qu'on discute au début du projet, même au moment de l'audit, etc., on discute un peu des sujets qui pourraient freiner ou stopper le projet. Et comme il y a une évolution attendue de la part des architectes des bâtiments de France, eh bien, on va avoir de meilleurs résultats. Et moins de projets qui sont freinés ou stoppés. Alors, nous avions une question sur le délai des artisans pour les changements de menuiserie. Alors, difficile à... Il y a la rénovation juste après, oui, tout à fait. Alors, sur les délais des artisans, difficile à dire, on n'a pas d'indicateur. Est-ce que c'est plus long ? Est-ce que ça sature ? À Paris, oui, en effet, il y a une forte demande en ce moment pour tout ce type de travaux. En effet,
par les copropriétés qui font une rénovation globale et puis également par des particuliers qui font des travaux individuels de remplacement de menuiserie. Je ne pourrais pas vous dire quels sont les délais, concrètement les temps à attendre, mais il suffit de contacter plusieurs artisans justement pour avoir des devis et leur poser justement la question sur leur disponibilité. Donc merci pour cette réponse. Est-ce que la rénovation partielle est éligible ? Alors, sur la question de la rénovation partielle, tout dépend de ce qu'on entend par partielle. Aujourd'hui, pour pouvoir mobiliser des subventions, donc il y a 2 gros types de subventions, celle de l'État, l'ANA, l'Agence nationale de l'amélioration de l'habitat. Ces aides, elles sont éligibles à partir du moment où il y a un gain énergétique d'au moins 35%. Ça, c'est la règle et c'est pour toute la France. Sur la ville de Paris, le dispositif Éco-Rénovons Paris permet de mobiliser des subventions dès lors qu'il y a un gain énergétique d'au moins 15%. Donc, ce qui permet notamment de faire des postes de travaux qui sont peut-être plus prioritaires, mais qui ne sont pas pour autant partiels. Si on améliore l'enveloppe de son bâtiment, on pense forcément ventilation. Donc l'idée, c'est pas d'accompagner à financer des projets qui créeraient des dégradations ou qui viendraient... créer des nuisances en fait dans le bâtiment. L'idée, c'est de faire un projet qui soit viable et qui soit vraiment inscrit dans le temps et qui permet de traiter votre bâtiment dans le long terme en fait. Donc il est possible de faire un projet partiel, mais on ne peut pas écarter certains postes qui sont forcément associés l'un à l'autre. J'espère que ça répond à votre question. Sur la question de la subvention du DTG, à quel moment elle est versée? Alors ça, c'est une règle fondamentale de toutes les subventions publiques qui peuvent exister. Les subventions ne sont versées que sur présentation de factures acquittées. Donc c'est vraiment une fois que les prestations sont réalisées. Donc l'audit, une fois que l'audit est réalisé, que les factures sont transmises, les équipes peuvent déclencher les paiements des subventions. Et ce sera la même chose pour les subventions de travaux. Elles ne sont versées qu'à la toute fin, même si pour les travaux, c'est un peu particulier parce qu'il est possible de mobiliser des acomptes au fur et à mesure de l'avancement du chantier. Voilà. Il y avait une question sur un éventuel financement pour l'installation de bases de vie sur les parkings. A priori, c'est non. Non, en effet, les financements concernent principalement les travaux de rénovation énergétique et les postes induits. Et la base de vie ne fait pas partie des postes induits, malheureusement. Et il y avait une question effectivement assez précise sur un syndic qui est aussi architecte. Oui, alors par rapport à ce qui est parti, vous dites ? On ne pourra pas y répondre alors. Ah. Donc par rapport à ce type de sujet, c'est vrai que c'est assez peu usuel de voir des syndics architectes, mais dans le cas de toute façon, en règle générale, il est conseillé de mettre en concurrence des devis, que ce soit pour les architectes ou même pour les entreprises, une fois que l'architecte a fait toute son étude. Donc généralement, on conseille de mettre en concurrence 3 devis. Alors, juste en complément, d'un point de vue réglementaire, normalement, un syndic ne peut pas avoir une mission d'architecte non plus, ou en tout cas, il y a un contour de définition de mission très précise. Et ça, c'est réglementé par la profession de syndic, en fait. Voilà, donc ça, il faut se référer au texte de loi de la loi 65, du 10 juillet 65, qui définit un peu les contours et les limites des missions des syndics et l'absence de cumul, on va dire, de mandats, entre guillemets, sur des missions en copropriété. Merci. Je crois on se donne jusqu'à 20h. Alors, il y avait monsieur qui avait levé la main. Oui, ma question, c'est une question pratique, parce que nous sommes engagés actuellement dans la recherche, dans la recherche d'une équipe pour faire un DTG, et nous rencontrons de grandes difficultés à repérer des architectes qui pourraient convenir à notre projet. Alors bon, on s'y prend mal, probablement, mais où est-ce qu'on peut trouver chez vous une assistance pour améliorer notre recherche? Oui, tout à fait. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, sur la plateforme Coach CoPro, nous avons une annuaire de professionnels qui est à disposition de tous les copropriétaires. Mais également, notre accompagnement vous permet également de
compiler un certain nombre de devis des professionnels que vous auriez pu contacter. Et nous pouvons étudier vos devis justement pour évaluer la conformité du devis au cahier des charges maître d'œuvre conception. Vous avez déjà réalisé un diagnostic technique global dans votre copropriété? On en a eu 4 ou 5, mais on a un résultat qui est très mauvais parce qu'on a pris probablement un mauvais cheminement. On est passé par des AMO. Bon, donc ce qu'on voudrait maintenant, c'est nous adresser directement à des architectes. Le problème, c'est qu'il faut arriver quand même, avant de les contacter, à savoir réellement ce qu'ils peuvent offrir. Et je trouve que l'annuaire de Coach CoPro n'est pas très facilement utilisable. Hein. Il me paraît, ou alors j'ai pas compris comment il marche. Ça, c'est très possible. Hein. Mais c'est très difficile, par exemple, quand on a un nom d'architecte, de le retrouver dans la liste. J'ai pas compris comment on fait pour arriver à aller tout de suite sur le nom d'architecte. Oui, il y a des choses pratiques comme ça qui sont quand même très oui, en effet. L'avantage donc de cet annuaire, c'est de compter avec des professionnels qui ont déjà travaillé sur des projets de rénovation à Paris et qui sont aussi signataires d'une charte de l'Agence parisienne du climat. Oui. Mais du coup, ça voudrait dire que peut-être votre architecte ou l'architecte que vous avez contacté n'est pas dans notre annuaire. Donc, c'est-à-dire qu'il n'a pas encore... Non, mais je souligne, c'est un problème sur l'annuaire lui-même, sur l'accès à l'annuaire lui-même et sur sa convivialité. Mais je n'ai peut-être pas compris comment il marche. D'accord. Il faudrait que je puisse voir avec quelqu'un. Oui, tout à fait. Donc, ça, c'est mon rôle, en effet, de vous accompagner, de vous guider dans l'utilisation de l'annuaire. Madame, comment est-ce qu'on arrive à avoir un rendez-vous avec vous? Oui, donc vous allez avoir mes coordonnées déjà sur la présentation, mais ensuite... J'ai vos coordonnées. Ah, très bien. La réponse que j'avais eue de la part de votre... précédente. De la personne qui vous précédait, c'était que, en fait, il fallait communiquer avec vous par mail. Alors, si vous voulez, ça peut devenir très compliqué. Voilà. Très bien. Il y avait madame, monsieur... Je vous remercie. Si j'ai bien compris, un bon gain énergétique est de l'ordre de 35%. C'est un très bon gain puisqu'il permet d'avoir le plus de subventions. Mais il doit correspondre aussi à une réalité pour la copropriété. Alors, je voulais savoir si ces gains énergétiques se voyaient au niveau des histogrammes des diagnostics énergétiques. Quand on passe de la classe G à la classe C, et monsieur qui a présenté là, le projet dans le 14e arrondissement, vous nous avez présenté justement les diagnostics énergétiques de votre immeuble sur une des diapositives. Et donc, vous êtes passé de combien à combien ? Oui. On continue les questions. Alors, il y avait monsieur... J'ai une question qui est un petit peu similaire à celle de monsieur, qui je partage la même expérience. Après la réunion du 23 mars l'année dernière, on s'était inscrit tout de suite à Coach CoPro. On avait réussi à faire voter le principe du DTG par les copropriétaires en mai. On vous a envoyé un premier devis en septembre. Depuis, on vous a envoyé 4 nouveaux devis. Les seules réactions qu'on a eues de votre part, c'est « Veuillez consulter la liste des architectes », c'est « Veuillez consulter la liste des projets qui ont déjà été faits » et surtout 2 rappels pour nous dire « Ne signez rien avant d'avoir notre accord ». Tout à l'heure, on parlait d'accompagnement, on parlait de conseil. Je suis désolé, je n'ai reçu ni accompagnement, ni conseil de votre part jusqu'à présent. Et en ce qui concerne le choix d'un architecte pour le DTG sur votre liste, je suis désolé, mais j'ai pu constater que vous aviez donné énormément d'agréments. Et j'ai même trouvé un agrément qui avait été donné à un styliste, accompagné d'une personne qui, je crois, avait un studio de danse. Alors peut-être qu'ils ont d'autres qualifications, mais quand on lit leur CV, on s'aperçoit, et ça illustre, la difficulté à trouver une société compétente pour faire le DTG. J'ai exactement les mêmes problèmes que vous, monsieur,
Et je crois que notre syndic partage les problèmes que j'ai pour trouver une société compétente. Les grosses sociétés, c'est soit des usines à gaz, parce qu'ils ont racheté toutes les sociétés de Paris et ils imposent des contraintes épouvantables. Tous les bureaux, style Socotec, Veritas, etc., sont bourrés jusqu'à la gueule parce que tout le monde, et surtout les grosses copropriétés, se sont précipités chez eux. Et il reste que des gens qu'on ne connaît pas, des gens qui hier n'auraient même pas rêvé de gérer un projet comme ça, qui se sont inscrits auprès de vous, qui ont eu un agrément, qui sont quelquefois au registre du commerce un salarié seulement. Et on se demande comment on peut gérer le projet d'une copropriété dans ces conditions. C'était ma première question. La deuxième question, quand on a fait le bilan de la saison 1, quand on a fait le bilan de la saison 1, j'ai noté qu'il y avait eu 746 copropriétés qui ont reçu des subventions de 68 millions. Ça fait à peu près 90 000 euros par copropriété. Ça représente combien par rapport au total des coûts engagés par les copropriétés et quel pourcentage? Et la troisième question est un petit peu une incidence de la seconde. J'ai noté qu'il y avait énormément de subventions qui étaient conditionnées par le parcours qui était demandé à partir de l'Agence parisienne du climat. Quelles sont les subventions qui seraient possibles d'obtenir pour une copropriété qui ne suit pas votre démarche Coach Copro? Très bien. Alors, si on reprend le fil, est-ce que Alors, pour répondre la question des subs, en fait, les chiffres, c'est aujourd'hui, il y a 750 copropriétés qui sont accompagnées, mais il y a 200 projets de travaux qui ont été réalisés ou qui sont en cours de réalisation, qui ont mobilisé 74 millions de subventions. Donc, c'est rapporté à 200 copropriétés. En moyenne, un projet est financé à plus de 30% via des subventions collectives, et comme peut l'illustrer le cas de la copropriété qui nous a été présenté dans le 14e, et y compris quand il y a des postes de travaux qui ne sont pas subventionnables. Donc un ravalement simple n'est pas un poste de travaux subventionnable. Pour une copropriété qui ne souhaiterait pas bénéficier du dispositif Éco-Rénovons Paris, eh bien, elle peut tout à fait engager des démarches pour trouver une assistance à maîtrise d'ouvrage par elle-même et faire appel à cette assistance à maîtrise d'ouvrage pour l'accompagner dans un projet de travaux. Simplement, les aides de la ville de Paris ne seront pas ouvertes à cette copropriété et l'AMO pourra également mobiliser, si le gain le permet, les aides de l'ANA et de l'État, donc de l'Agence nationale de l'amélioration de l'habitat, qui sont conditionnées à un gain énergétique de 35%. Il n'y a pas d'autre aide. L'État, en tout cas, ne donne pas d'aide pour des projets à moins de 35%. Et de toute façon, que vous le sachiez, toutes les subventions doivent passer par une assistance à maîtrise d'ouvrage. Que ce soit ville ou État, il faut quand même qu'il y ait une assistance à maîtrise d'ouvrage. Donc, il faut vraiment que vous fassiez épauler par des professionnels pour accompagner la démarche de demande de subvention. Pardon ? À condition d'avoir les professionnels. Tout à fait. Les professionnels, notamment référencés RGE, pour accompagner un chantier de travaux, tout à fait. Oui, tout à fait. Oui, je pense que madame avait une question par rapport au gain énergétique du projet exemple. C'était un gain énergétique de combien, juste pour rappel? 37, je crois. Oui, on passait, en fait, l'ensemble de l'immeuble était passé en passe. L'ensemble de l'immeuble était considéré comme une passoire thermique en G. Les gains estimés permettent de passer en classe E, en fait. Donc ça, c'est l'audit global de l'immeuble. Après, si vous voulez, il faut faire l'audit de votre propre appartement pour savoir en quelle classe vous êtes, puisque là, on est sur une conception globale de la rénovation thermique du bâtiment en tant que tel. Donc, si les appartements individuels de l'immeuble sont classés dans une classe C, par exemple, les gains sont possibles, sont très faibles. Ça dépend de votre appartement. Ça dépend il y a énormément de données qui font que la rénovation thermique profitera plus à certains appartements qu'à d'autres. Mais c'est là où on est dans une optique de rénovation globale, en fait. Et il faut aussi
que les maîtres d'ouvrage, les copropriétaires soient très engagés, soient engagés vis-à-vis de la rénovation thermique. En fait, c'est des projets qui peuvent être très intéressants, mais ça demande, c'est vrai, pas mal de conviction et pas mal d'engagement. Mais c'est aussi pour ça que les DTG existent, en fait, puisqu'ils vous permettent de faire un diagnostic technique globale de votre immeuble sans vous engager dans des travaux par la suite, en fait. Et ça vous permet, c'est pour ça que c'est étape par étape, ça vous permet de faire vraiment un réel état des lieux, en fait, de votre immeuble. Ce diagnostic vous permet de faire un état des lieux de votre immeuble pour voir les travaux à envisager éventuellement. Le diagnostic technique global est très différent de la somme des diagnostics des différents appartements. Oui, parce que... Oui. Oui. Oui, parce qu'en effet, le diagnostic technique global, c'est différent en DPE. Alors, on confond deux termes parce qu'il y a le diagnostic des performances énergétiques d'un appartement. C'est un document qui est obligatoire lors de la vente et la location d'un appartement. Mais le DTG, ou le diagnostic technique global, inclut à la fois un plan pluriannuel des travaux, qui est global, et puis ensuite un diagnostic des performances énergétiques global également. Donc c'est de l'ensemble de l'immeuble. C'est-à-dire que là, ils vont étudier l'enveloppe de l'immeuble, l'état de l'enveloppe, l'état également des équipements qui sont installés, notamment en termes des équipements de chauffage et de chaude sanitaire, et puis l'état de menuiserie également, parce que ça fait partie de l'enveloppe. Et c'est là que vous allez avoir un DPE global. Alors, vous, en termes individuels, vous pouvez faire un DPE individuel. Mais voilà, il se peut qu'en effet, il y a des différences parce que vous, en tant que propriétaire, vous avez déjà entamé peut-être des travaux de remplacement de menuiserie, d'installation des équipements performants. Et en effet, peut-être vous avez une note qui est meilleure à celle de votre immeuble. Il peut que ça arrive. Je voudrais dire que pour une copropriété, par exemple, pour une copropriété de 12 lots, par exemple, Pour une copropriété de 12 lots, il n'y aurait pas besoin d'un DTG. Alors, sachez que le DTG n'est pas obligatoire. Ce qui est obligatoire, c'est pour des copropriétés à moins de 50 lots. À partir de 2025, donc le plan pluriannuel des travaux sera obligatoire. Et à partir de 2026, un DPE global sera obligatoire. Mais l'avantage avec les DTG, c'est en effet que vous allez avoir donc les deux éléments inclus dans l'étude. Mais pour une copropriété de peu de lots, on doit faire un DTG ou non? Alors, l'intérêt du DTG, c'est d'avoir une idée des travaux à réaliser, des travaux de rénovation énergétique à réaliser. Parce qu'en effet, il vous présente donc les 3 scénarios d'amélioration énergétique. Et c'est à partir de ces 3 scénarios que vous allez prendre la décision de vous lancer dans des travaux dans la copropriété. En fait, c'est plus un outil d'aide à la décision, un peu en instantané. Alors non, c'est pas obligatoire, mais c'est juste dans cette vision, dans cette perspective de réaliser des travaux. Bon, des rénovations énergétiques. Une dernière remarque, et vraiment, je me tais, pour la question de la ventilation, c'est-à-dire qu'on va calfeutrer, par exemple, l'appartement, mais dans les fenêtres, il faudra faire des trous d'aération, alors qu'on peut avoir une aération naturelle, tout simplement. Alors, nous approchons de la fin. Une dernière question. Et pour les autres questions, il faut prendre contact, vous pouvez les envoyer bien sûr. Pour les personnes qui n'étaient pas inscrites et qui souhaitent avoir le support de présentation, je laisse un papier, vous pouvez écrire votre adresse mail, je vais le mettre là. Et donc la dernière question, et je crois que Madame la maire aussi a une question. Juste une question sur qu'est-ce que vous préconisez ou conseillez comme technique pour la chaleur, pour les toitures en zinc? Une question sur la chaleur, le confort d'été, sur la chaleur sur les toitures, hein, l'effet. Pardonnez-moi, j'ai une petite question. Je voulais savoir, est-ce que si une copropriété est composée de plusieurs bâtiments, comme il peut y en avoir dans le 6e arrondissement, dans la partie entre le boulevard Saint-Germain et la partie la plus ancienne du 6e, c'est-à-dire la partie nord, est-ce que chaque bâtiment peut fonctionner indépendamment et peut-être pas au même moment?
même syndic de copropriété. Bon, on va répondre aux deux questions. Donc peut-être cette question et puis la question sur le confort d'été. Pour répondre du coup à cette dernière question, donc sur une copropriété composée de plusieurs bâtiments, en effet, ils peuvent faire leurs travaux bâtiment par bâtiment. Parce que ce qu'il faut prendre en considération, ça dépend aussi bien sûr du règlement de copropriété. Mais ce qui est par rapport au financement, donc le 35% de gain énergétique va être basé sur un DPE collectif bâtiment par bâtiment. Sauf si ces bâtiments sont liés, se touchent, là on pourra avoir un DPE collectif qui correspondra à une globalité de la copropriété. Mais sinon, en fonction bien sûr, oui monsieur, de ce que vous dites du règlement de copropriété, il est possible au cas par cas de dissocier les travaux dans le temps. Merci. Et sur donc la chaleur. Il y avait la question sur la qualité de l'air intérieur. Donc par rapport à l'isolation par l'extérieur, le changement de menuiserie, lorsque forcément on commence à faire une enveloppe un peu plus étanche, c'est vrai qu'il est important de mettre un poste de ventilation pour permettre une meilleure qualité de l'air. C'est vrai qu'il y a toute cette logique, pourquoi rendre l'enveloppe plus étanche, pour avoir un confort thermique forcément plus adéquat par rapport au confort thermique l'hiver ou l'été. Et la ventilation est un poste nécessaire pour éviter les pathologies, donc éviter les moisissures, éviter une mauvaise qualité de l'air et des risques aussi parfois d'intoxication. Donc c'est un poste important à prendre en compte dans une rénovation énergétique globale. Chaleur l'été, les toitures, la question de l'isolation. Donc il y avait une question sur l'exposition des toitures à la chaleur et que faire, c'est ça ? Mais il existe l'isolation par donc des toitures, c'est un poste qui est pris en considération. Il existe aussi des isolations par l'extérieur des toitures qu'on appelle en sarking. Donc c'est deux manières de faire qui sont régulièrement faites à Paris. Et sur ce point-là, je vous invite à voir les maquettes qui sont exposées à l'extérieur, qui montrent différentes typologies d'immeubles parisiens et qui montrent également quels sont les différents types d'isolants qui peuvent être utilisés dans ces cas particuliers, notamment dans les toitures, dans les parois et dans les planchers bas. Voilà. Parfait, merci.